Créer un espace de réflexion politique et féministe, un lieu d'échange, de partage de savoir et d'expérience, c'est l'ambition de ce podcast. Bienvenue dans Sororité francophone, le podcast des conversations féministes francophones. Pour ce nouvel épisode de Sororité francophone, nous sommes avec Amy Sarro, qui est chargée de programme plaidoyer pays de Planned Parenthood Global. Elle est également juriste, membre de l'Association des juristes sénégalaises. Amy a été la coordinatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste au Sénégal. Jeanne Efez, conseillère en plaidoyer chez iPass. Jeanne a travaillé en Afrique du Sud, en Afrique francophone et aux États-Unis, où elle est engagée dans le domaine de la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductif. Nous avons parlé de la montée des mouvements anti-droits au Sénégal, du combat pour l'accès à l'information et des défis auxquels les militantes féministes sont confrontées. Cet épisode aborde la thématique des violences sexuelles et peut créer des situations d'inconfort chez certaines personnes. Élise Fouillé, d'Equipop. Donc merci à toutes les trois d'avoir accepté de participer à cet échange et d'accepter de partager donc avec nous vos expériences et votre expertise. L'idée, c'est d'abord dans un premier temps de pouvoir, au travers de vos trois voix, mieux comprendre la réalité donc, de ces mouvements anti-droit. Et donc, ma première question, elle va s'adresser à vous, Jeanne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la stratégie et la force donc, de ces mouvements anti-droit au niveau international ? J'espère surtout que je ne vais pas trop répéter ce que vous venez de dire, Élise, mais bon, c'était juste pour bien établir le cadre déjà sur les antidroits, pour qu'on soit tous clairs. Hein. Ça décrit donc une gamme d'acteurs qui est à la fois étatique et non étatique, qui travaillent à déconstruire l'universalité des droits humains. Donc, l'opposition, elle diffère vraiment d'un contexte à l'autre. Elle n'est pas homogène, elle n'est pas monolithique, mais souvent, elle est transnationale. Quand on parle de mouvement anti-genre aujourd'hui, on parle d'une nouvelle forme de transnationalité, de professionnalisation, de financialisation, qui a surtout augmenté dans les 20 dernières années. Donc, elle peut émerger au niveau mondial en étant alimentée par des organismes religieux, mais aussi par des ONG conservatrices qui sont souvent basées aux États-Unis ou en Europe. Et au niveau national, on la trouve aussi avec des liens avec des gouvernements, des chefs traditionnels et religieux, des médias alliés et aussi dans des associations locales de parents d'élèves ou des organisations de jeunesse. Donc, bien que ces acteurs soient très différents, ils sont très motivés et axés sur des objectifs qui sont très similaires et souvent connectés les uns aux autres, comme vous l'avez soulevé, Élise. Et c'est ces connexions, en fait, qui facilitent leur travail pour promouvoir des visions du monde, donc hétéronormatives, et qui font avancer des politiques et des idéologies qui sont anti-DSSR, anti-droit LGBT, au nom de valeurs traditionnelles. Et donc, ils agissent contre ce qu'on appelle l'idéologie de genre, donc il n'est ni un terme académique légitime, ni un mouvement politique, mais une théorie défendue par ces groupes anti-droit, en fait, qui représente le mouvement gay, trans et féministe comme un mouvement qui est là pour venir bouleverser la famille traditionnelle et l'ordre naturel de la société. Donc, la magie du mouvement anti-genre qui prend plein de formes, on va dire, à travers le monde, c'est que c'est une phrase vraiment fourre-tout et plastique qui est surtout utilisée pour justifier de multiples formes de discrimination. Et c'est important de la resituer historiquement. Donc, on a vu la formulation apparaître vraiment au milieu des années 90, donc après les conférences du Caire et de Beijing, utilisée pour la première fois en 97 par le Vatican, au fur et à mesure où les droits sexuels et reproductifs ont été reconnus et où le genre est rentré dans le lexique de l'organisme mondial lui-même, donc de l'ONU. Et donc, comme il était estimé que le progrès des droits des femmes menaçait l'Église catholique et que ça craignait d'ouvrir les vannes de l'avortement sur demande et de la promiscuité sexuelle, on voit depuis la fin des années 90 et début des années 2000, donc ce mouvement transnational militant contre les délits de genre qui se renforce, qui grandit, avec, comme vous le disiez, Élise, donc la construction d'alliances qui se font bien au-delà de frontières nationales et de frontières religieuses, avec des acteurs anti-droit qui utilisent donc le langage des droits humains
pour masquer des idéologies discriminatoires et attaquer directement de façon substantive le système même des droits humains en prônant par exemple le retrait des accords internationaux, leur financement et qui vont délégitimiser, que ce soit le FNUAP ou l'OMS, les agences onusiennes. Et en même temps qu'ils discréditent ces mécanismes des droits humains et les conventions qui protègent finalement les DSSR et font avancer le droit des minorités sexuelles, ils investissent ces espaces, comme la Commission sur le statut de la femme ou la Commission sur la population et le développement, en formant finalement et en finançant des diplomates afin de faire paralyser vraiment et d'atténuer le progrès sur ces consensus qui font avancer justement les DSSR. Au-delà de ça, ils vont aussi créer des mécanismes parallèles des droits humains, aussi infiltrer par exemple des ONG internationales ou des mouvements de jeunes. Et bien sûr, comme on va le voir plus en détail ensuite, prôner un plaidoyer politique pour promouvoir au niveau national des législations néfastes pour le droit à l'avortement et des lois anti-droits LGBT. Donc, ils font campagne aussi, bien sûr, en ligne et hors ligne. Et je sais que Laurence reviendra là-dessus aussi. Ce qui a pour effet général, bien sûr, de produire une pseudo-science et en général une désinformation médicale et médiatique qui se propage vraiment au niveau digital. Et un ralentissement normatif, je dirais, qui est un de leurs impacts principaux, et une stigmatisation donc de certains de ces sujets au niveau international. Et donc ces efforts, on le sait, même si la recherche et l'investigation est difficile, donc ils sont financés par des institutions religieuses, des fondations, des ONG, des groupes de réflexion aussi conservateurs, souvent venant des États-Unis et d'Europe. Et c'est grâce à ces financements et cette transnationalité, en fait, qu'ils sont mis en réseau avec des acteurs ultra-conservateurs au niveau national et qui sont capables de soutenir leur travail grâce à ces budgets importants. Kayasi, d'Equipop. Je vais me tourner vers Amisako pour avoir la perspective au regard de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du Sénégal. Amisako, vous avez été engagée dans longue date sur ces différents sujets et notamment autour de la question de l'avortement médicalisé au Sénégal. Comment ces mouvements anti-droit se manifestent aujourd'hui au Sénégal? Bon, les mouvements anti-droit, ils ont toujours été là au Sénégal. Mais on a senti leur présence quand les organisations féminines et féministes ont porté ce plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé. Je me rappelle la première fois qu'on a annoncé l'existence de ce comité et qu'on devait faire une conférence de presse, c'était comme une bombe au Sénégal, parce que les gens ne pensaient pas qu'il y aurait des organisations féminines, des organisations féministes, entre guillemets, qui oseraient porter un plaidoyer pour demander l'autorisation de l'avortement. Tout le monde était étonné de voir que des organisations de femmes portent un plaidoyer pour demander à ce que l'État respecte ses engagements. Alors qu'on n'a fait que rappeler à l'État ses engagements. L'État sénégalais a ratifié le protocole de Maputo, comme beaucoup d'entre nous le savons, mais tarde à matérialiser l'application de ce protocole-là. C'est comme ça que nous, en tant que juristes, quand je parle de nous, je parle de l'association des juristes sénégalaises, qui était la coordonnatrice de ce comité, qui m'avait délégué en tant que le chargé de programme et de communication à coordonner ce comité, qui est composé de 22 organisations de la société civile. Dans ce comité, on a les femmes médecins, les femmes juristes, on a les sages-femmes, les infirmiers, le réseau Islam Population. Donc, beaucoup d'organisations sont membres de ce comité. Donc, quand on a commencé ce plaidoyer, les mouvements anti-droit ne pouvaient pas accepter que des organisations féministes et des organisations de femmes portent ce plaidoyer-là pour demander l'avortement médicalisé, parce que pour eux, ce n'était pas notre rôle. Pour eux, il fallait juste subir, on ne devait pas vivre nos droits. Donc, pour eux, c'était une grande révolution et il fallait les arrêter. Il fallait les arrêter. Et comment les arrêter? Parce que là aussi, je rappelle que au Sénégal, pratiquement, ce mouvement est constitué en grande partie par des groupes religieux. Ça, il faut le dire, par des groupes religieux qui, pour nous arrêter,
ont essayé de traverser notre message, ont essayé de créer la confusion dans la tête des Sénégalais, ont essayé de diaboliser les féministes, les organisations féminines, mais de montrer que c'est des organisations qui ne croient en rien, c'est des féministes qui ne croient en rien, qui sont là que pour servir comment je peux le dire, qui sont là pour appliquer ce que l'Occident leur dit. C'est comme ça qu'ils font passer le message. Donc, c'est juste pour nous présenter comme des femmes qui ne croient en rien, qui n'ont pas de valeur. Quand je parle de valeur, leur valeur à eux. Donc, et ils ont présenté ce plaidoyer-là comme quelque chose qu'on fait contre l'islam, alors que tel n'est pas le cas. Et là aussi, c'est de bonne guerre, hein, parce qu'au Sénégal, on est à 95% de la population qui est musulmane. Les 5%, c'est le christianisme. Donc, nous, on a vite compris leur jeu. Et automatiquement, nous sommes dit, il faut faire face. Il faut faire face parce que si on ne le fait pas, on risque d'être déstabilisé. Si on ne le fait pas, on risque de ne pas continuer ce que nous avons commencé à faire. Et là, je rappelle que on n'a rien demandé qui est nouveau. Hein. C'est le Sénégal qui a ratifié le protocole. Il est dans l'obligation de l'appliquer. Moi, je pourrais considérer l'État sénégalais aussi comme un mouvement anti-droit, hein, même si c'est un mouvement peut-être qui est assez passif, contrairement au mouvement des groupes religieux qui sont très hostiles, qui font des actions pour nous contrecarrer, qui sont toujours à l'œuvre pour essayer de nous déstabiliser, pour essayer de nous empêcher d'aller de l'avant, de réclamer le droit de faire appliquer toutes les conventions que le Sénégal a eu à signer et ratifier. Donc, c'est comme ça que nous, on a très vite compris leur jeu et on les a trouvés dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, c'est-à-dire le fait de montrer que nous faisons ce plaidoyer contre l'islam. Donc, nous, la première chose qu'on a eu à faire, c'est d'aller vers ces religieux dont ils essayent de montrer que nous leur menons la guerre. Donc, nous, on est allé voir ces religieux, expliquer clairement ce que nous voulons, parce que les visites qu'on avait eu à faire, c'était pas de demander à ces religieux-là leur autorisation, ni de leur demander ils sont pour ou contre l'avortement, mais c'était de leur dire que nous portons ce plaidoyer parce que le Sénégal a ratifié des conventions. Le Sénégal a ratifié des protocoles. Il est dans l'obligation de les appliquer conformément à l'article 98 de la Constitution. Et la non-application de ces engagements-là a fait que beaucoup de femmes sénégalaises sont emprisonnées. Actuellement, on est à 49% de la population féminine qui est incarcérée pour avortement clandestin, pour infanticide. Avortement pour 24%, infanticide pour 25%, alors que 50,2% de la population sont des femmes. Donc, vous qui parlez de développement, vous qui voulez que le Sénégal aille de l'avant, vous qui voulez qu'on atteigne les ODD, on a 49% de nos femmes qui sont incarcérées pour avortement parce que l'État n'applique pas ce qu'il a pris comme engagement. Donc, ce que nous faisons, c'est pas contre vous. Ce que nous faisons, c'est pas contre qui que ce soit, mais c'est juste un droit que nous réclamons, un droit que l'État nous a reconnu à travers les conventions, mais qu'il ne veut pas appliquer. Donc, depuis qu'ils ont compris que nous aussi, on a compris le jeu, ils ont cherché par tous les moyens de nous diaboliser, par tous les moyens, je dis, de nous diaboliser. Ils ont fait le link entre le droit à l'avortement et le mouvement LGBT. Donc, on n'a rien contre ce mouvement. Mais dans ce plaidoyer-là, c'est spécifiquement sur l'avortement que nous focalisons. Mais ils ont réussi à enrôler la majeure partie des Sénégalais qui croient que quand on parle de féminisme, quand on parle d'avortement, quand on parle de LGBT, c'est la même chose. C'est la même chose dans la mesure où ils ont fait croire à ces Sénégalais-là que nous, on est en train de dérouler un calendrier, un agenda occidental. C'est comme ça qu'ils le disent. Hein? Les femmes ont un agenda. Et moi, j'ai l'habitude de leur dire que vous aussi, vous avez un agenda anti-droit qui veut que les femmes ne jouissent pas de leurs droits. Et ils se sont liés aussi avec des politiques. Parce que maintenant, ce combat-là est devenu politique. Hein? On a un régime qui est là, un régime vers qui nous tournons pour demander l'application de nos droits. Mais ils ont réussi à présenter ce régime-là comme nos alliés. Maintenant, si on veut combattre ce régime, on peint le régime-là comme les alliés de ces féministes-là qui veulent pervertir la société. Et il y a beaucoup de populations qui pensent que ce régime-là est notre souteneur. Alors que nous, je ne dirais pas qu'on est contre ce régime, mais ce que nous voulons, c'est que ce régime-là applique
en tout cas, tous les engagements qu'il a eu à ratifier. Mais maintenant, c'est devenu un combat politique qui est mené pas aussi bien par des religieux, mais par des politiques qui cherchent un électorat. Et à chaque fois, c'est payant de discréditer le mouvement féministe, c'est payant de discréditer ces organisations qui portent ce plaidoyer-là pour l'avortement médicalisé. Donc, ils ont utilisé beaucoup de stratégies, une très bonne communication, moi je dirais. Nous aussi, on a cherché des alliés, on a cherché à avoir des personnes qui croient à la cause, qui portent la cause, qui sont allées devant ces religieux-là pour porter la République. Mais bon, c'est un mouvement qui est là, qui est présent, mais qui est en train d'être déstabilisé. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'ils ont des répondants. Avant, quand ils communiquaient, nous, on se disait tout le temps, non, il ne faut pas les répondre parce que quand on le fait, on risque de biaiser notre message. Mais on a compris qu'il faut avoir des stratégies comme ils ont pu le faire. Nous aussi, on a des stratégies. On va revenir sur quelque chose dont vous avez parlé toutes les deux, Jeanne et Amy, donc la question de la dimension vraiment numérique qui est utilisée aussi par ces mouvements anti-droit pour agir. Élise Fouillé. Peut-être plus concrètement, vous demandez au niveau de iPass notamment, vous comment vous voyez ça, enfin comment vous constatez donc cette montée des mouvements anti-droit dans votre travail au quotidien et dans celui de vos partenaires. Jeanne Efez. Donc, ce qu'on voit depuis les 20 dernières années, c'est non seulement une question d'échelle, mais comme le disait Laurent, c'est aussi une question de rapidité et de sophistication. Donc, l'opposition, ce qu'on appelle l'opposition, devient de plus en plus technocratique dans son plaidoyer, avec des orientations juridiques et constitutionnelles qu'elle n'avait pas avant. Donc, on voit, il y a des groupes juridiques chrétiens, surtout américains, mais donc qui ont maintenant des bases dans l'Union européenne, qui vont investir dans le renforcement des capacités en matière de litige stratégique pour des parlementaires en Afrique et surtout en Afrique australe pour l'instant. Mais donc qui vont vraiment former, on va dire, des juristes, mais aussi des représentants gouvernementaux en litige stratégique pour faire barrage justement à ces avancées qui vont élargir les indications pour le droit à l'avortement. Ça peut venir par exemple en imposant 2 ou 3 médecins, d'imposer des délais de réflexion pour les femmes qui veulent se faire avorter, qui sont très longs, de demander des preuves médicales ou des preuves judiciaires de viol, par exemple, en cas d'avortement. Tout ça, ce sont des techniques qui sont exportées et qui viennent d'anti-choix qui font ça depuis des décennies. Donc, on voit aussi en termes d'exportation de ce militantisme, en fait, un investissement dans l'action directe, donc plus de visibilité. Il y a des manifestations qui vont exister, donc ce qu'on voit aux États-Unis, donc les marches pour la vie, donc les marches anti-avortement, au Kenya par exemple, au Nigeria ou même en Ouganda. Avec aussi des vigiles parfois qui sont tenus à la bougie en dehors de cliniques ou de services de planning familial et de santé reproductive. Ce sujet des crisis pregnancy centers, donc des centres de grossesse à crise, il y en a de plus en plus en Europe et je pourrais partager des liens qui ont été faits de recherche de journalistes investigatifs de Open Democracy là-dessus, mais c'est un modèle, en tout cas, qui est très financé et qui cherche à s'exporter. Donc, on verra, par exemple, des hôpitaux avoir des donations aussi de machines à échographie pour dissuader les femmes de se faire avorter ou pour qu'elles puissent entendre de façon prématurée parfois, ce qui n'est pas un battement de cœur, mais qui va venir participer à une prise de décision, en tout cas. Au niveau de l'Afrique, en tout cas, il y a pour beaucoup des groupes les plus influents de l'opposition cette idée que l'Afrique est un petit peu la dernière frontière du mouvement pro-vie, ou comme eux s'appellent, du mouvement anti-avortement. Et donc, au niveau de l'échelle de ce qu'on voit de l'investissement et de ressources humaines et de ressources financières, une augmentation assez fulgurante avec une recherche d'un leadership local. Donc, ils vont engager des femmes africaines ou des jeunes Africains et des porte-paroles, du coup, qui sont
aussi de plus en plus technocratique. Donc là, on va faire face à des gynécologues et à des avocats, alors qu'avant, c'était plus des porte-paroles religieux. Donc c'est ça aussi qui vient complexifier cette résistance, on va dire, à l'opposition. Et il y a aussi, bien sûr, et comme je l'ai déjà dit, mais donc cette offensive, on va dire, du Vatican et d'autres à recadrer les droits humains et même les traités régionaux africains comme le protocole de Maputo, comme une importation donc néocoloniale des puissances occidentales. Et donc ça va s'accompagner d'un grand lobbying pour ne pas ratifier le protocole de Maputo, même quand il est ratifié, pour émettre des réservations sur l'article 14. Il y a un groupe de prêtres, notamment qui s'appelle Vie Humaine Internationale, qui vient des États-Unis et qui est active depuis au moins 30 ans maintenant, qui a des branches, une branche en Afrique anglophone et une branche en Afrique francophone. Et eux, donc, leur mission principale, c'est de former des bonnes sœurs et des prêtres en anti-avortementisme, on peut dire. Et donc aussi de prêcher ce mot de façon régionale avec des formations qui sont régionales. On sait qu'ils sont tout à fait mobilisés au Bénin, par exemple, depuis qu'il y a eu une modification de la loi qui va élargir l'accès à l'avortement et qui tentent, comme ils le peuvent, en tout cas, de contrecarrer cette initiative qui s'est dit plutôt positive. Donc, en plus de ça, un engagement communautaire et donc une diversification des acteurs, en plus de stratégies exportées à la fois en ligne et hors ligne, qui s'inspirent malheureusement du pire, je pense, de ce que l'Europe ou ce que les États-Unis peuvent exporter là-dessus. Merci Jeanne. Du coup, je vais me tourner vers Amisako. Jeanne vient de décrire à quel point l'Afrique et peut-être l'Afrique de l'Ouest est considérée un peu comme l'un des derniers bastions de mobilisation des lobbies anti-droit. Vous aviez, dans votre présentation d'introduction, un peu commencé à décrire les difficultés rencontrées dans le cadre du plaidoyer lorsque vous étiez coordinatrice du comité de plaidoyer pour l'avortement médicalisé au Sénégal. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu plus aujourd'hui où on en est et les difficultés que vous et vos partenaires vous rencontrez sur le terrain? Oui, Kaya, les difficultés, il n'en manque pas, hein. Il n'en manque pas parce que, comme vous le savez, nous, notre objectif, c'est l'autorisation de l'avortement. Ça, c'est notre objectif ultime, conformément à l'application, au protocole de Maputo. Mais bon, pour y arriver, c'est des difficultés à n'en plus finir. Par exemple, pour nos partenaires, il est difficile de mettre correctement en œuvre leurs activités. Ils ont tellement diabolisé le protocole de Maputo que les gens ne retiennent de ce protocole que le droit à l'avortement. Alors que c'est un protocole qui parle de la participation politique des femmes, qui parle de beaucoup de choses. Si on a aujourd'hui la loi sur la parité au Sénégal, on s'est basé sur l'article 9 du protocole de Maputo. Mais nos avis anti-droit ont tellement diabolisé le protocole que même nos partenaires, quand ils mettent en œuvre leurs activités basées sur le protocole, ils essaient de parler de manière générale, de ne pas venir directement parler du protocole de Maputo, de peur que ceux qui sont ciblés ou bien ceux qui doivent participer aient peur de pouvoir de prendre part à ces activités. Donc ça, c'est un problème. Même pour susciter l'engagement des parlementaires, on a des problèmes pour y arriver. Alors qu'avant, parce que je disais tout à l'heure que ce mouvement-là était là, mais peut-être c'est avec la question de l'avortement médicalisé qu'on les a sentis le plus. Il y a des parlementaires avec la 12e législature qui s'étaient engagés. On avait beaucoup d'acquis avec les femmes parlementaires, avec les parlementaires de manière générale. Mais à un moment donné, quand ils ont accentué leur combat, quand ils ont accentué leur diabolisation, on a perdu beaucoup d'alliés. On a perdu beaucoup de champions parlementaires parce que ils sont engagés, certes, mais parler de cette question en public, c'était très difficile parce que quand tu le fais, on te catégorise. On te parle
voilà, d'être dans des lobbies franc-maçonniques, beaucoup de choses se sont dites. Donc, il y en a qui n'osaient plus intervenir lors de nos activités. Les mouvements anti-droit, moi, je les cerne à deux niveaux. Ceux qui sont actifs et ceux qui sont passifs. Les passifs, je considère le gouvernement comme un mouvement anti-droit passif, c'est-à-dire qui ne fait aucun acte pour nous empêcher d'aller de l'avant, mais qui ne fait aucun acte pour connaître ce que nous réclamons. Donc, ces difficultés-là, nos partenaires l'ont senti, nous aussi, on a senti ces difficultés, des problèmes de sécurité. Des problèmes de sécurité se sont posés. Maintenant, quand on fait nos activités, on est obligé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter comment je peux le dire, que des gens qui ne font pas partie, que des gens qui ne croient pas à ce que nous faisons s'introduisent dans nos activités. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est par rapport au financement. Quand on a eu la loi, le Global Gag Rule, on a perdu beaucoup de nos partenaires qui étaient financés par USAID. Donc, c'était un choix à faire, soit continuer avec la task force et perdre les financements de l'USAID, ou bien rester avec l'USAID et quitter notre task force. Et vous savez, la précarité des organisations de la société civile. Donc, il y en a qui ont préféré quitter la task force, le comité de plaidoyer, pour aller avec l'USAID. Et ça nous a tellement affectés parce que c'était des partenaires stratégiques. C'est des partenaires qui ont beaucoup appuyé, qui ont beaucoup aidé de par leur expérience, de par leur expertise. Heureusement que maintenant, ils sont revenus dans ce comité de plaidoyer, mais ce n'est toujours pas facile pour nous d'aller de l'avant avec ces propositions-là, avec ces mouvements anti-droit qui sont là. Parce que quand tu fais des activités de communication dans les médias, tu as des difficultés pour avoir des personnes qui ne sont pas membres de cette task force. Alors que nous, on a besoin de montrer, de mettre au devant de la scène nos alliés, parce qu'on est dans un plaidoyer. Il faut toujours montrer, en tout cas, ceux qui soutiennent ce plaidoyer-là. Mais c'est très difficile, parce que quand tu parles de l'avortement, automatiquement, le lendemain, on te catégorise, on te dit que tu travailles pour les lobbies. C'est tellement fréquent au Sénégal que maintenant, quand tu parles d'avortement, là, tu es féministe, armé par des lobbies occidentaux, tu es féministe, armé par des gens qui ne veulent pas que les Sénégalais aient des enfants. Donc, tout ça, c'est des difficultés que nous avons rencontrées au niveau de l'exécution de nos activités, mais pour l'atteinte de nos objectifs. Jusqu'à présent, on court derrière notre projet de loi parce que nous, on a fait un projet de loi. Parce que quand il s'est agi de faire face au gouvernement qui nous disait que c'était pas facile d'avoir une loi qui pourrait autoriser l'avortement à la suite de la criminalisation du viol, ce qu'on a fait, c'est mettre en place un cadre juridique composé d'avocats, de magistrats. L'objectif de ce cadre, c'était de réfléchir pour faire une proposition. Parce qu'on savait que si on attendait le gouvernement, on n'allait jamais peut-être avoir une proposition. Nous, on est juristes, on a un cadre composé d'avocats, de magistrats chevronnés. On a réfléchi sur une proposition de loi qu'on a bien draftée avec un exposé des motifs et tout, et que nous avions remis au garde des Sceaux. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où est notre projet de loi. Élise Fouillé. Comment est-ce que vous résistez à ça et quelles sont les stratégies dont vous parliez déjà un petit peu tout à l'heure que vous avez mis en place pour faire face à tout ça? Les stratégies que nous avons mises en place, d'abord, on a conçu un mouvement d'alliés parce que c'était important. On est attaqué sur le plan religieux. Il fallait avoir un groupe religieux pour faire face à ce groupe religieux-là anti-droit. Nous avons mis en place un groupe de religieux avec le réseau Islam et Population et nous avons développé un argumentaire religieux pour montrer que l'islam est d'accord pour l'avortement médicalisé parce que tout le monde croyait que l'avortement était interdit parce que c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Donc, on a conçu un groupe de religieux qui a montré dans un argumentaire que l'islam est pour l'avortement médicalisé. Et parallèlement aussi, pour la communication, on a formé un groupe de journalistes champions qui ont eu à faire des articles, qui ont eu à faire beaucoup de communication concernant cette question de l'avortement. Et nous avons aussi un groupe de parlementaires champions. À chaque fois qu'on est attaqué et que nous, on est mal placés peut-être pour répondre parce que
Voilà quoi, comme j'ai l'habitude de dire, moi, à Bissau, quand on regarde mon visage, on voit l'avortement. Donc, il fallait d'autres visages pour prendre le relais. Et là aussi, nous avons mis en place un groupe de champions parlementaires qui est différent du groupe dont je parlais tout à l'heure, le groupe de magistrats, d'avocats qui est chargé de réfléchir, qui est chargé de vraiment trouver des réponses aux multiples questions juridiques que le gouvernement se posait. Il y a le collectif féministe qui nous soutient parce que sur les réseaux sociaux, elles sont beaucoup plus présentes que nous, comité de plaidoyer. Donc, il y a des questions auxquelles c'est le collectif qui répond, aux détracteurs, qui répond au mouvement anti-droit. Mais nous, en tant que comité de plaidoyer, on s'est chargé toujours d'avoir des évidences, parce que quand on parle de viol, quand on parle d'avortement, quand on parle d'infanticide, il faut des évidences, parce que souvent, ils sous-estiment les condamnations, ils sous-estiment les avortements clandestins. On a fait pas mal d'études. On a fait pas mal d'études avec l'Institut Goodmarchfield qui nous a beaucoup appuyé, avec d'autres organisations comme Population Council, qui est membre de ce comité de plaidoyer. Et à chaque fois qu'ils essaient de nous dire, non, c'est pas un besoin, c'est parce que vous voulez tout simplement l'avortement, parce que vous êtes des perverses, excusez-moi du terme. Nous, on donne des chiffres, on montre des évidences pour leur dire que la population féminine sénégalaise est en train de souffrir. Regardez le nombre d'avortements clandestins qui se sont passés au Sénégal. Avec l'étude Goodmarchfield, on était à 51 500 avortements avec des complications. Quand on va au niveau de l'administration pénitentiaire, on est à 49% de la population féminine qui est incarcérée. Et plus loin, quand on a eu cette campagne-là qui a fait polémique, qui a fait beaucoup de sorties, qui a fait réagir les mouvements anti-droit, nous avons commandité un sondage d'opinion pour voir quel est le degré d'acceptation des Sénégalais par rapport à cette question d'avortement, et on était à 42%, contrairement en 2014 où on n'avait même pas 28% de la population qui adhérait à la cause. Et ça, ce sont des stratégies qu'on met en place, et à chaque fois qu'on est appelé à en débattre, qu'on est appelé à en parler, on leur sort des chiffres. On leur montre que c'est vous qui ne voulez pas de cet avortement parce que vous n'êtes pas d'accord à ce que les femmes jouissent de leurs droits. Vous voulez toujours contrôler le corps des femmes, alors que les femmes réclament leurs droits, alors que les femmes souffrent de la non-application de leurs droits, et on donne des évidences. Mais on montre des alliés qui sont carrément d'accord avec nous parce qu'ils sont conscients qu'il faut l'autorisation de cet avortement-là. Il faut que le Sénégal respecte ses engagements. Donc, à chaque fois, c'est des stratégies que nous mettons en place. Et nous, dans ce comité aussi, on organise notre résilience. Là aussi, c'est des renforcements de capacités, c'est des stratégies que nous faisons à l'interne pour organiser notre résilience parce qu'on en a vraiment besoin, parce qu'on est attaqué de partout. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Et à chaque fois que de besoin, on sort pour donner des explications, pour donner des orientations, pour vraiment montrer que ce qu'on est en train de faire, c'est pas contre l'islam, parce que c'est ça qu'ils ont réussi à construire auprès d'une certaine opinion. Jeanne Efez. Si j'ai un message ici, c'est quand même que tout mouvement qui travaille justement sur ces questions doit intégrer et systématiser un petit peu cette notion de veille et systématiser comment est-ce qu'on appréhende la gestion de crise en fait. Je pense que c'est ça l'essentiel en fait, c'est de savoir vraiment exposer, isoler les groupes qui sont contre nous, ou au moins de pouvoir analyser leurs liens, leurs financements, leurs objectifs, leur mode opératoire. Ça nous apprend, nous, déjà énormément beaucoup sur leurs offensives, et ça nous permet d'être plus dans la préemption finalement que dans la réaction. Même si, bien sûr, il n'y a pas une solution unique à la réponse sur l'opposition, et s'il y en avait une, on serait aujourd'hui avec les États-Unis. Donc, il faut aussi se rappeler de la nature cyclique du travail qu'on fait, et que bien sûr il n'y a pas d'acquis qui ne soit pas menacé, mais donc si on veut vraiment penser justement à la durabilité de nos mouvements, comme Laurence et Amy l'ont dit, c'est aussi encore une fois des questions d'intersectionnalité, d'alliance, une réflexion peut-être plus large sur
sur ces questions d'autonomisation. Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'autonomisation ou d'autodétermination nationale et souveraine, alors que quand il s'agit du corps des femmes ou de la sexualité, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez dit, de toute façon, face à cette panique morale et ces lobbies parentaux, on a un mandat justement d'amener les évidences de santé publique et d'amener de la nuance aussi. Et donc, le choix de nos représentants, de nos porte-paroles et de réponses, il ne va pas être systématique non plus. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que quand, par exemple, il y a un événement transnational financé par des groupes extrémistes américains au Malawi et qui vont inviter le vice-président et qui sont là pour parler du néocolonialisme, du féminisme international, d'être déjà mobilisés sur qui ces groupes sont, qui les finance, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour avancer finalement la cause des droits, d'avoir ce genre d'argumentaire et de pouvoir travailler avec des journalistes, des maisons d'édition, c'est tout à fait essentiel parce que comme on l'a bien posé dans ce contexte, en fait, il y a un socle transnational qui vient vraiment nourrir ces initiatives et qui viennent essayer de contrecarrer tout ce que nous, on peut faire au niveau de nos campagnes régionales, mais aussi dans la dissémination de directives techniques des droits humains internationaux. Donc, juste pour terminer, et après, l'aspect sécurité aussi, sécurité du mouvement, c'est une stratégie de mitigation qui est absolument essentielle et dont on ne parle pas assez. La question de la sécurité des organisations, des individus, mais aussi de la préservation et s'assurer qu'il y ait des protocoles en place pour protéger les informations, mais aussi la sécurité des organisations et des militants, c'est très important. Et bien sûr, recadrer cette question de la préservation personnelle. Merci à Amy Sarraud et Jeanne Efez d'avoir participé à cet épisode de Sororité francophone. Sororité francophone est un podcast conçu par Equipop, monté, mixé et réalisé par l'Alia Productions. Retrouvez tous les épisodes de Sororité francophone sur les réseaux sociaux d'Equipop. Merci pour votre écoute.